Je suis Dorothée Lecomte, je suis la directrice commerciale de Conto sur le marché français et gère aujourd'hui une équipe de commerciaux et key account managers sur à peu près un périmètre d'une trentaine de personnes. Conto, c'est la solution de gestion financière pour les professionnels, TPE, PME. On accompagne aujourd'hui 400 000 clients sur ces activités de gestion financière de leur quotidien, avec un produit qui va être un compte professionnel, des cartes, mais pas peu, puisqu'aujourd'hui, on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre du coup d'accompagner aussi au quotidien sur la facture client-fournisseur, sur la note de frais, sur la pré-comptabilité, sur la façon de gérer aussi son budget. Et concrètement, aujourd'hui, on va pouvoir aussi permettre à toutes ces entreprises de se développer durant leur croissance, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie, qui sont nos 4 principaux marchés. C'est une très bonne question. Donc, on a eu l'opportunité en 2022 de lever 486 millions d'euros en série D. Donc c'est toujours une opportunité puisque pour nous, ça nous a permis de nous entourer d'investisseurs de grande expérience qui amènent une connaissance et un réseau qui nous permettent d'accélérer aussi sur notre croissance. La série D de 2022 nous a permis d'accélérer aussi sur notre développement produit. On a pu développer des nouvelles fonctionnalités sur 2023 qui nous permettent aujourd'hui de ne pas être uniquement qu'un compte professionnel, mais vraiment une solution très complète avec plusieurs types de fonctionnalités pour accompagner la croissance des entreprises. La deuxième chose aussi, c'est vraiment travailler notre leadership en Europe. On a un marché à peu près de 25 millions de TPE, PME, avec 400 milliards d'euros adressables en Europe de marché potentiel. C'est énorme. Donc clairement, ça nous permet de pouvoir accélérer en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, grâce notamment à ces investissements. On a eu d'ailleurs l'occasion de déjà commencer avec l'acquisition de l'acteur Penta, qui était le numéro 1 de la gestion financière en Allemagne. Donc ça impose quand même déjà une première accélération. Et puis, ça confirme notre ambition. On a une ambition sur 2025 d'acquérir 1 million de nouveaux clients. Donc pour ça, il faut continuer à recruter des talents, développer son service client pour valider cette expansion. Néanmoins, dans cette stratégie d'expansion où on a vraiment une ambition d'aller chercher un segment de marché supérieur, les plus grosses sociétés, il nous a fallu développer de nouvelles équipes. Et du coup, on a pu créer une équipe outbound, en plus de l'équipe commerciale inbound qui était déjà existante chez Conto. Et pour ça, ça a nécessité plusieurs niveaux d'investissement. On va retrouver des investissements en recrutement, puisqu'il va falloir créer finalement toute cette structure de recrutement pour des profils outbound qui sont un petit peu plus différents en termes d'ADN de ce qu'on pouvait avoir dans l'équipe. Créer les scorecards, définir la persona, arriver donc à les garder aussi en interne. C'est un vrai challenge au quotidien sur la partie recrutement. Et puis un deuxième pied qui est l'infrastructure. Aujourd'hui, créer une équipe outbound, ça nécessite pas mal d'investissements en termes de produits, d'outils pour s'équiper sur des techniques de prospection, par exemple. On a un exemple très concret, on avait un CRM qui était orienté très inbound sales. Il a fallu le changer complètement en account base, donc vraiment stratégiquement, c'était plusieurs mois de développement pour changer la logique vraiment de cet outil. Et du coup, ça nécessite pas mal d'investissements pour avoir des gens qui sont complètement dédiés à ça, côté notamment Sales Ops. Moi, déjà en Sales Director, mais aussi Conto, c'est vraiment quelque chose qu'on suit de près. On a vraiment comme ambition d'accompagner les entrepreneurs. Donc on le voit au quotidien qu'il y a un ralentissement, qu'il y a quelque chose aussi de plus critique face à l'inflation. Mais néanmoins, la bonne nouvelle pour nous, c'est que malgré les crises économiques, géopolitiques, on sent quand même qu'il y a encore un engouement très fort dans la création d'entreprises. Donc c'est quand même un signal fort. Et pour Conto, c'était quand même toujours une opportunité d'acquisition puisqu'on n'a pas du tout noté de désaccélération en termes d'aptitude à acquérir de nouveaux clients sur nos marchés principaux. Donc je dirais que la crise est là, mais néanmoins, il y a toujours un besoin justement de s'équiper, d'acquérir un outil justement qui facilite
le quotidien de la vie des entrepreneurs. Donc commercialement parlant, c'est vrai que pour nous, on a continué à pouvoir continuer notre démarche commerciale. Néanmoins, ça a changé pas mal de choses dans ma manière de piloter mon équipe. Si vraiment on parle organisation commerciale, je pense qu'il a fallu qu'on se pose les bonnes questions, justement, avec ces sujets de rentabilité, profitabilité. Il a fallu qu'on développe notre produit aussi pour qu'il soit de plus en plus adressable sur notre marché, pour que ça ait le plus de valeur pour nos clients. Et puis, en termes de pilotage, intégrer des nouveaux KPIs. Clairement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de métriques au quotidien que je vais piloter, qui sont orientées sur les coûts, la manière de travailler sur des missions qui apportent plus de valeur aux clients et qui sont potentiellement plus profitables sur le long terme. Donc, on rentre dans une logique un petit peu plus d'optimisation. On est un petit peu plus conscient de ce qu'on fait aussi, de la manière dont on va dépenser l'argent. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en conscience de comment exploiter justement ces fonds et aller chercher un objectif de rentabilité et de profitabilité à court terme. Alors en effet, c'est une best practice quand on est dans le commerce, quand on est dans la direction commerciale, surtout dans le SaaS, c'est vraiment d'avoir des KPIs qui sont liés finalement aux objectifs de notre équipe. Donc moi, je vais avoir plusieurs niveaux d'indicateurs que je vais piloter. Je vais aussi avoir plusieurs types d'outils, donc la nécessité d'avoir des outils qui permettent de visualiser la performance. Je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de pouvoir en quelques clics avoir des tableaux, des dashboards qui permettent très rapidement d'avoir un peu la température et la météo de son business. Un outil néanmoins qui est pour moi essentiel pour vraiment mettre en succès le monitoring de la performance commerciale, c'est la définition d'un funnel de vente, donc d'avoir vraiment des étapes très claires, très déterminées sur l'avancée d'un deal pour pouvoir mesurer étape par étape, comprendre aussi où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, où est-ce qu'il va falloir investiguer. Et toutes ces étapes du funnel de vente, donc on a des funnels d'acquisition, des funnels d'upsell, ça permet vraiment par la suite de pouvoir analyser une donnée qu'on va retrouver dans notre CRM et pouvoir par la suite coacher, évidemment, sur des étapes très très précises, que ce soit sur la phase de découverte par exemple du client, sur la phase de closing, et tous ces indicateurs sont, je dirais aujourd'hui, essentiels si on veut vraiment avoir une approche data-driven du commerce. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec des taux de conversion. Je trouve que ça donne une vision très concrète de l'efficacité, de l'expertise de l'équipe. On va retrouver plusieurs niveaux de taux de conversion, que ce soit les taux de conversion sur la rétention de notre attitude à retenir le client, nos taux de conversion sur, par exemple, la création d'une opportunité, sur le closing du client, des taux de conversion aussi sur l'aptitude à convertir certains types de segments aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment le monitoring par les taux, mais on va pouvoir retrouver aussi d'autres indicateurs qui sont des indicateurs beaucoup plus d'activité. Je pense qu'on a tendance à se concentrer beaucoup trop sur les résultats, et finalement pas assez sur ce qui mène aux résultats. C'est ce qu'on appelle vraiment, nous, l'input, mesurer d'abord l'input. Est-ce que je fais assez de calls? Est-ce que j'envoie assez de mails? Est-ce que je parle à assez de gens sur le marché pour arriver finalement à signer le volume de deal qu'on attend de moi à la fin du mois? Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment des indicateurs de pure productivité commerciale que je vais pouvoir piloter du coup avec mes outils et qui vont me dire si on est au bon niveau d'énergie, d'activité pour être en succès à la fin du mois. Alors en effet, il y a la performance qui est mesurée finalement assez facilement via la donnée, mais il faut pouvoir en effet nuancer cette performance avec du qualitatif. Et pour ça, moi, je vais utiliser 4 piliers principaux et que je vais utiliser à peu près dans tout mon quotidien décisionnel. Ces 4 piliers vont me servir pour le recrutement, pour la validation d'une période d'essai par exemple, pour définir si une personne peut postuler ou être éligible à une mobilité interne, par exemple. Et ces 4 piliers, je vais retrouver des piliers qui sont le cultural fit, donc l'aptitude de la personne à matcher en termes d'ADN avec l'entreprise, avec Conto, avec son équipe, parce que l'équipe peut aussi avoir un ADN un peu différent, et surtout avec le job. Quand on va recruter par exemple un commercial, un BDR sur la partie outbound, on ne va pas du tout chercher
le même type de skills ou le même type d'ADN qu'un sales inbound, par exemple. Donc ça, c'est important d'avoir ce pilier cultural fit. Le deuxième, je dirais que c'est le business acumen. Donc c'est vraiment ce sens du business. C'est assez difficile à trouver parce que c'est difficilement coachable. C'est vraiment cette aptitude à comprendre le technique, le fonctionnel de son écosystème et être sincèrement intéressé par le métier qu'on adresse. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, chez Conto, on va adresser vraiment le métier de la finance d'entreprise. Il faut vraiment que j'ai des commerciaux qui soient authentiques dans leur façon de s'adresser à un DAF, à un CFO, et qui vont après faire un peu l'extra mile, qui vont aller lire des blogs, se renseigner, faire des conférences. Et c'est vraiment ce business acumen qui peut vraiment faire d'un SDR qu'il est très bon au quotidien. Le troisième pilier, c'est un petit peu similaire, hein, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Donc cette aptitude à s'auto-former, toujours s'intéresser, faire l'extra mile, être capable de toujours re-challenger pour proposer des solutions. Et ça, c'est vraiment des états d'esprit qui sont importants dans des boîtes qui vont croître significativement tous les ans. On a besoin de gens qui font évoluer la machine. Et le dernier pilier, c'est la méthodologie. On peut recruter des gens qui n'ont pas de méthode. Et j'en recrute tous les jours parce que je prends des candidats qui sortent de l'école. Néanmoins, je vais attendre d'eux qu'ils soient capables à un moment de leur carrière de formaliser ce qu'ils font, d'être capables de créer un framework et d'être capables de me recalquer finalement leurs best practices pour qu'on puisse les adapter à d'autres personnes. Donc cultural fit, business acumen, growth mindset et méthodologie, je pense que c'est vraiment des piliers qui nous aident à regarder autre chose que juste le KPI de performance pure. Alors moi et l'équipe de managers avec lesquels je travaille, hein, j'ai aujourd'hui une équipe de team leader qui va piloter les différentes équipes qui sont au sein de mon scope. Je pense qu'on utilise deux méthodes. La première, c'est la manière dont on va allouer le temps des managers. Je pense qu'en effet, le risque dans une entreprise qui évolue significativement, dans lequel il y a beaucoup de mouvements, c'est de déconcentrer finalement le manager de son rôle initial. Pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui doit passer 85% de son temps avec ses équipes pour coacher au quotidien. Et ça implique notamment de respecter un span of control de 5-6 personnes par manager, ce qui peut parfois être challengeant parce qu'on recrute beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'il faut pouvoir anticiper aussi les mobilités internes, le recrutement de managers. Et ça permet vraiment de s'assurer qu'on est toujours proche du terrain, qu'on est toujours avec nos collaborateurs et qu'on est toujours au bon niveau de coaching. Donc vraiment ce sujet d'allocation time. Et la deuxième méthode aujourd'hui qui nous permet d'être toujours très très proche du terrain chez Conto, c'est l'utilisation de la méthode de Lean Management. Donc le Lean Management, c'est une méthode qu'on utilise chez Conto depuis quelques années, qu'on a même nommé le Conto Way, et qui est basée sur les piliers fondamentaux du Lean, dans lequel on va pouvoir retrouver donc toute une philosophie d'amélioration continue, que ce soit sur le produit, sur nos process, sur nos objectifs, et qui permettent, via notamment des rituels dédiés, on en a un notamment qui s'appelle le Gemba Way, c'est un terme japonais, qui permet vraiment de se mettre dans la peau du collaborateur qui, lui, va vivre au quotidien ses tasks, qui va vivre au quotidien ses problèmes. Et finalement, les solutions, elles viennent régulièrement de ce type de personnes. Des gens qui sont sur le terrain, qui rencontrent des problèmes, ont régulièrement les solutions à leurs problèmes, et pour ça, il faut passer du temps avec eux. Donc on fait des routines, des rituels, où on va observer la manière dont ils travaillent, les écouter aussi leurs solutions et regarder s'ils sont force de proposition. Et ça permet d'améliorer en continu la machine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant chez Conto et qui est utilisé à tous les niveaux de l'entreprise, quel que soit le métier, le rôle. Alors aujourd'hui, je vais manager 4 équipes différentes, tout au long du funnel d'acquisition et après, avec une partie aussi activation et rétention du prospect, ce qui est assez finalement rare d'avoir dans une organisation. Ça me permet vraiment d'avoir une vue complète sur le parcours client. Je vais avoir 2 équipes qui sont vraiment 100% dédiées à l'acquisition. Une première équipe de sales inbound qui va se concentrer sur les leads les plus chauds qui sont issus du site internet. Et une équipe outbound dont on a parlé tout à l'heure, qui est une équipe qu'on a montée il y a à peu près 1 an et qui, elle, est vraiment dédiée
à l'évangélisation d'un nouveau segment de marché, la recherche de clients un petit peu plus gros que ce qu'on peut acquérir directement sur le site web. Donc ces 2 équipes sont vraiment spécialisées sur l'acquisition. Et après, je vais avoir 2 autres équipes donc, sur du Key Account Management qui arrivent après la signature du contrat. La première est vraiment dédiée à l'accompagnement sur les 3 premiers mois du client, sur son aptitude à, par exemple, prendre en main le produit, maximiser l'usage, pour être sûr que finalement, au bout de 3 mois, il soit réellement engagé dans la solution et qu'on ait un client qui soit durable pour Conto. Et la dernière équipe, c'est une équipe de Key Account Managers qui sont spécialisés sur l'expansion. Donc, eux, ils arrivent vraiment sur plutôt un entretien de portefeuille. L'objectif, c'est vraiment de maximiser l'upsell, par exemple, de cette base client existante et qui peut avoir significativement évolué en termes de besoins, d'approche depuis le jour où ils ont acheté Conto. Et du coup, là, on intervient pour potentiellement leur présenter des nouvelles fonctionnalités, la manière dont on a fait évoluer le produit, notamment l'année dernière, et essayer de maximiser le revenu sur notre base client existante. Alors, l'équipe Customer Success, pour nous, c'est vraiment une équipe support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé vraiment un pôle dédié à l'accompagnement des clients qui sont sur des segments un petit peu plus gros. Donc, tous les clients, par exemple, qui vont acheter un compte bancaire sur un plan un petit peu plus conséquent, vont avoir la possibilité d'être accompagnés par un Key Account Manager. Pour nous, le Customer Success, c'est vraiment cette équipe qui va être l'équipe support au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui va pouvoir intervenir en cas de problème précis sur un cas client. Pour nous, les Key Account Managers, c'est ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés qui s'appellent des CSM. C'est vraiment cette partie onboarding des 3 premiers mois où on va maximiser vraiment notre relation, aider les nouveaux clients à peut-être paramétrer leur solution, aider les nouveaux clients à former leurs collaborateurs en interne, à adopter leur nouvelle politique de dépenses. Donc c'est vraiment 2 rôles bien distincts et qui sont du coup dans 2 équipes aussi bien différentes. Alors, c'est une organisation qu'on a mis récemment, notamment avec la création de l'équipe Outbound et cette ambition d'aller développer notre leadership sur des segments de marché plus importants. Aujourd'hui, on va retrouver dans une seule et même équipe, donc l'équipe Inbound par exemple, 2 sous-équipes. Je vais avoir une première équipe qui va travailler sur des petits clients à faire haute vélocité, avec une technique de vente qui est beaucoup plus transactionnelle, puisqu'on va avoir du coup des petits clients qui arrivent et qui sont déjà dans une décision d'achat assez avancée. Et je vais avoir une deuxième équipe qui va travailler sur des plus gros clients qui ont une approche beaucoup plus cas d'usage, beaucoup plus conseil. Et là, c'est intéressant, je trouve, d'avoir divisé un petit peu en segmentation l'approche d'une équipe. Pour moi, ça a 2 avantages significatifs. Le premier, c'est que déjà, on est beaucoup plus bon en termes d'exécution commerciale concernant l'approche qu'on peut avoir sur le client. Si on se concentre essentiellement sur le client, on est beaucoup plus spécialisé sur le type de cas d'usage qu'on peut rencontrer, sur notre pitch, sur notre manière de l'accompagner. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus qualitatif que si on était multi-segment et finalement un petit peu désorienté. Si on a un client qui a 100 employés et un client où ils sont 2, on va pas avoir les mêmes problématiques. Et le deuxième gros avantage que je vois, c'est côté people. Ça me permet vraiment de développer un career path, un plan de carrière extrêmement fin pour les commerciaux qui sont dans ces équipes. Donc ça permet de gagner en ténure sur le rôle, éviter en effet une lassitude qui arrive trop vite, parce que finalement on travaille sur le même scope depuis 2 ans. Là, ça permet d'avoir des étapes significatives. On rentre dans l'équipe, on est sur les petits clients, puis au bout de quelques mois, quelques années, on passe sur des plus gros clients. Et ça permet aussi de travailler la rétention des talents au niveau commercial. Chez Conto, on a une équipe notamment qui est dédiée à l'accompagnement, qui est dédiée à la proposition de formation. On va pouvoir avoir des moments de discussion dédiés aussi tous les trimestres sur comment tu te situes dans ton équipe, qu'est-ce que tu aimerais continuer à apprendre. Et via ces moments-là, on va pouvoir développer des plans d'accompagnement personnel. Donc c'est un travail qui est fait en binôme avec le manager, dans lequel le collaborateur va pouvoir se définir 3 objectifs clés
de progression, moyen et long terme, et pour lequel on va se mettre un objectif en commun, et le manager doit l'accompagner dans la réussite de ce plan. Par exemple, si je suis SDR dans l'équipe Outbound, j'ai envie à terme de devenir account exécutive, qu'est-ce qu'il va falloir concrètement que j'apprenne dans les 6 prochains mois pour avoir une chance d'être le meilleur candidat le jour où il y a un poste qui s'ouvre dans l'équipe d'account exécutive. Donc sûrement une meilleure connaissance du produit, sûrement une meilleure connaissance de la phase de découverte, sûrement un peu de closing et de négociation pour être sûr que je sois suffisamment équipé le jour où le poste se présente. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle un individual development plan qui permet à chaque individu d'être suivi sur un sujet particulier et du coup d'avoir un meilleur accompagnement sur la durée. Alors déjà, j'ai 4 équipes différentes qui ont une approche commerciale différente et un ADN différent. Sur l'équipe Inbound, on va avoir 2 approches commerciales différentes, 2 techniques de vente différentes. Une première dont on parlait tout à l'heure, c'est la partie vente transactionnelle. Aujourd'hui, l'Inbound, c'est des prospects potentiels qui vont sur le site internet et qui ont plus ou moins déjà avancé dans leur décision d'achat et qu'on va pouvoir accompagner, pour ceux qui en ont besoin, dans la dernière phase d'enregistrement ou d'inscription sur Conto. Donc pour les clients qui sont très motivés, qui ont déjà très envie d'acheter, finalement on est dans une vente transactionnelle plutôt basique, où on est là pour lui prendre la main et l'amener jusqu'à la fin. Pour une vente où on a un client, enfin un prospect qui est beaucoup plus dans une démarche de curiosité, de questionnement, là il faut passer plutôt dans une vente conseil, où il va falloir définir avec lui quelles sont ses problématiques, donc être beaucoup plus pointu sur la phase de découverte, et l'amener progressivement à répondre avec un produit adapté, une offre adaptée à son problème. Alors, il ne faut pas s'éloigner non plus de la phase closing, c'est-à-dire que le risque de cette vente conseil, c'est d'être trop conseil, et qu'à la fin, finalement, on ait du mal à closer. Donc il ne faut jamais oublier qu'à la fin, il faut quand même loquer le prospect, pour maximiser cet échange. Donc ça, c'est vraiment côté inbound, c'est les 2 méthodologies de vente qu'on va utiliser en fonction de la chaleur du lead. Côté outbound, c'est différent. Là, c'est vraiment une approche beaucoup plus vente consultative, qui est vraiment nécessaire, puisqu'on a besoin de détecter et d'amener le prospect à lui-même formaliser sa problématique. C'est la partie la plus challengeante, puisqu'on va contacter des gens tous les jours, qui n'avaient pas forcément conscience de leurs problématiques, de leurs problèmes d'organisation au quotidien, et à la fin les amener via énormément de questionnements. Je pense que la première skill d'un bon outbounder, c'est l'aptitude à questionner, l'amener à lui-même se dire « Ah ouais, en effet, c'est pas efficient la manière dont je travaille aujourd'hui, ça pourrait être significativement amélioré, et il faut que ça vienne de lui, il faut que ce soit lui qui formalise cette problématique. » Et nous, on arrive derrière pour lui proposer évidemment la solution qui est la plus adaptée en fonction de la problématique que lui aura identifiée. Donc c'est vraiment une approche différente qui est plus longue, c'est un petit peu plus complexe comme technique de vente, mais c'est beaucoup plus adapté à déjà notre segment de marché, des plus grosses sociétés, et puis les personas auxquels on s'adresse, qui sont des personas finance, et qui ont besoin vraiment que ce soit factuel, très héroïste aussi. Combien ça va me faire gagner finalement si j'achète votre solution versus si je ne l'ai pas. Donc il faut aussi que le commercial arrive dans sa technique de vente à chiffrer le gain aussi avec le prospect, d'avoir la solution ou de ne pas l'avoir. Chez Conto, on a la chance d'avoir une équipe de Sales Enablement qui nous aide justement dans la création des contenus à destination des commerciaux, dans le pilotage des projets qui vont permettre justement de mieux coacher derrière les commerciaux. Et un des outils principaux, en effet, c'est le playbook. Donc on a développé pour chacune des équipes un playbook dédié. Donc c'est un guide pratique de comment je peux faire mon travail au quotidien concrètement, étape par étape. Donc ça, pour développer le playbook, on a demandé du coup aux experts qui sont régulièrement les team leaders ou les meilleurs commerciaux de chacune des équipes de formaliser de façon très factuelle un standard de best practice sur une mission bien précise. Par exemple, très concrètement, c'est quoi un très bon call d'upsell sur un client qui a 10 employés dans le secteur du bâtiment. Donc ça, il faut le formaliser pour que derrière, une personne qui arrive dans l'équipe, qui est nouvelle,
aient accès à cette connaissance écrite et puissent très rapidement s'onboarder, continuer à apprendre facilement. Donc les playbooks, c'est aujourd'hui le socle de connaissances, de la connaissance de chacune des équipes. Alors c'est un vrai challenge, hein. Il y a le faire utiliser, puis il y a déjà juste de base s'aligner sur c'est quoi la connaissance en fait de telle ou telle équipe. Je pense que c'est un des challenges qu'on a rencontrés, c'est déjà s'aligner notamment avec les autres pays. Quand on a des équipes commerciales dans tous les autres pays, il faut aussi qu'on ait le même standard de connaissances. Et c'est là où il faut arriver à s'aligner. Donc ça, c'est déjà un premier challenge pour moi, c'est déjà de juste définir qu'est-ce que la bonne connaissance, qu'est-ce que le bon playbook. Et après, en effet, dans l'adoption, pour moi, il y a 2 astuces. La première, c'est sur les nouveaux arrivants. Donc là, c'est plutôt la partie facile, entre guillemets. Il faut que le playbook soit la base de référence dans tout l'onboarding. Si tous les contenus font référence au playbook, si toutes les pratiques qu'on va leur apprendre font référence au playbook, ça sera beaucoup plus facile à terme pour eux de l'identifier comme outil de référence et de l'adopter. Donc sur les nouveaux arrivants, c'est la partie la plus simple, entre guillemets, sur l'adoption. Là où c'est challengeant, c'est pour les personnes qui sont déjà dans l'équipe, celles qui n'ont pas été formées avec un playbook, celles qui sont là depuis 2 ans déjà. Et pour celles-là, je pense que la best practice, c'est de les intégrer à la création du playbook. C'est de se dire, au moment où on va créer cet outil, on va aller chercher l'expertise chez eux. On va leur donner la responsabilité peut-être d'un processus, d'une catégorie. C'est eux qui vont formaliser dans le playbook cette phase du process. Et du coup, ils seront un petit peu plus honneur de cet outil, puisque ce sera leur outil, c'est eux qui vont créer. Donc c'est un peu les 2 astuces qu'on peut avoir, mais néanmoins, c'est un outil qu'il faut faire vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut tout ce qu'on va attendre, tout ce qu'on va créer, les nouveautés, il faut tout le temps que ce soit relié au playbook. Alors, moi j'ai déjà un premier enjeu avant même de faire adopter un outil à 1300 personnes. C'est déjà comment je fais pour l'adopter dans mon équipe de 30 personnes, puisque clairement des outils, on en utilise une dizaine au quotidien, hein, notamment pour des équipes outbound qui sont très outillées aujourd'hui. Donc c'est déjà comment j'arrive à adopter ces outils-là dans mon équipe qui est déjà un gros challenge. Mais si on parle en termes d'organisation globale, par exemple chez Conto, un des outils phares qu'on utilise à grande échelle, c'est Notion, par exemple. Et là, on va avoir des équipes régulièrement qui sont volontaires pour le maintien de la solution, pour sa structuration. Récemment, on a pu revoir l'intégralité de l'arborescence de notre Notion d'entreprise, avec vraiment des pages wiki ultra organisées. Et ça a nécessité un investissement fort de certains Contowers dans la façon de tenir à jour cette base de connaissances au quotidien. Donc c'est du project management, du side project pour s'assurer que cet outil soit toujours à jour. Et après, je pense que ça passe par la bonne qualité de l'onboarding aussi. C'est-à-dire que quand on arrive dans la société, s'il y a des outils qui sont utilisés à grande échelle, qui sont des outils de référence, je pense que c'est important d'avoir des sessions très claires, très précises sur comment on utilise cet outil, comment on le prend en main, comment on le maximise, dans quel cadre on doit l'utiliser. C'est l'onboarding qui est vraiment la phase la plus critique sur la manière dont on va pousser l'utilisation de ces outils. Pareil, on a une équipe dont la mission est de récolter des feedbacks. Donc on a sollicité des volontaires qui sont des ambassadeurs dans toutes les équipes et qui sont curieux déjà de l'outil d'intelligence artificielle et qui vont eux-mêmes déjà faire un premier benchmark, qui vont s'intéresser aux outils, potentiellement les tester et qui vont travailler donc en groupe pour définir quels sont les outils qu'on peut garder chez Conto, parce qu'il y a pas mal de contraintes quand même, hein. Il faut que ce soit réglementaire, compliance. On a un enjeu de sécurisation de la donnée qui est crucial dans une entreprise comme Conto. On ne peut pas se permettre de travailler avec n'importe quel outil. Donc il faut vraiment certifier, je dirais, au niveau global, au niveau compliance, au niveau légal, à partir du moment où on se dit, tiens, cet outil, on va pouvoir l'utiliser dans l'équipe commerciale, dans l'équipe produit. Et c'est vrai que cette petite squad dédiée à la recherche de l'IA, elle nous propose régulièrement de tester tel ou tel outil pour augmenter la productivité.
Alors, je pense que l'intelligence artificielle, au niveau des équipes commerciales, c'est quelque chose qui est encore en voie de développement. On utilise déjà des phases de l'IA, puisqu'on est passé d'un mode de décision qui était très intuitif, mais dans le SaaS, dans le commerce du SaaS, ça fait quand même quelques temps qu'on est sur une prise de décision déjà qui est beaucoup plus data-driven, mathématique. Donc je dirais que dans nos écosystèmes, on est déjà un petit peu plus prêt à adopter l'intelligence artificielle et tout ce que ça implique. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Au niveau des équipes commerciales, je vois plusieurs étapes dans lesquelles on peut utiliser concrètement l'intelligence artificielle. Il y a notamment dans la prospection. Je pense que la prospection client, l'intelligence artificielle va nous faire passer l'étape supérieure. On va pouvoir accélérer dans notre manière de filtrer le contact. Et c'est déjà ce qu'on utilise avec un système, par exemple, de lead scoring, notre aptitude à identifier via l'intelligence artificielle le bon contact, que ce soit par rapport à sa géographie, par rapport à son expérience, son industrie. Donc ça permet vraiment de, du coup, extraire de la connaissance automatiquement pour pousser finalement au commercial le bon lead, le bon contact. Et de se dire, voilà, ça c'est du travail gagné. On n'a plus qu'à se concentrer sur l'exécution qui est réellement le call, la vente, mais la recherche du bon contact est déjà effectuée par l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est par exemple la prise de premier contact aussi. Est-ce qu'on ne va pas pouvoir utiliser finalement ces outils de mailing automatique qui vont nous permettre de créer le bon message pour le bon persona par rapport au bon cas d'usage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très puissant. Je pense qu'on a tous passé beaucoup de temps à essayer de personnaliser un mail, à se dire, bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut que je personnalise, il faut que ça ait l'air authentique, pour un taux de conversion qui est finalement pas si foufou. Donc si on peut pousser vraiment l'intelligence artificielle à être cet outil de personnalisation du mail, je pense que ça a vachement de valeur. Et la dernière étape sur laquelle c'est intéressant, c'est la manière aussi dont on va gérer la relation client par la suite, que ce soit sur leur aptitude à répondre à des questions via des chatbots, qu'on peut déjà voir dans pas mal d'entreprises, l'aptitude aussi d'identifier le parcours client. Et ça, pour moi, c'est vraiment là où l'intelligence artificielle a le plus de valeur, c'est pouvoir étudier le comportement du client, voir comment il utilise par exemple la plateforme Conto, sur quelle fonctionnalité il va passer le plus de temps. Ça permet derrière de proposer des solutions d'upsell et de lui dire, voilà, au vu de votre usage, on pense que vous pourriez tester cette fonctionnalité parce que ça aurait beaucoup de valeur pour vous. Donc l'intelligence artificielle, c'est déjà quelque chose qu'on utilise, mais qu'on va masteriser, je dirais, dans les mois à venir pour finalement permettre aux bons commerciaux d'être encore des meilleurs commerciaux. Je pense que l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de permettre finalement aux vendeurs de vendre, de passer plus de temps sur le client. Et on le voit, on a aujourd'hui on utilise des outils d'analyse conversationnelle, des outils d'enregistrement aussi de calls clients, et qui prennent des notes automatiquement sur les calls. Donc l'intérêt de ce type d'outil, c'est que finalement, au lieu de passer 1 heure à prendre des notes et finalement d'être en écoute plutôt passive de ce qui se passe sur le call, on va avoir un commercial qui va être 100% engagé dans la relation client, dans l'écoute active, qui va pouvoir vraiment du coup poser les bonnes questions au bon moment parce qu'il sera avec le client et sa prise de notes sera automatique. Donc on va vraiment, je pense, maximiser la performance, en tout cas pour les commerciaux qui ont vraiment un impact fort dans la relation client. Je pense que l'IA sera plutôt une valeur ajoutée qu'un ennemi et sera un super petit assistant pour maximiser finalement les tâches qui sont à peu de valeur ajoutée pour un commercial. Alors c'est justement ce petit assistant. Je pense que tous les commerciaux ont rêvé un jour d'avoir quelqu'un qui fait les tâches administratives, qui va réorganiser les notes, compléter le CRM. Ça, c'est vraiment pas la tasse de thé en règle générale des commerciaux. Donc si on peut avoir ce petit assistant ou ce petit coach intelligence artificielle, c'est là où je vois beaucoup de valeur. Aujourd'hui, on a des équipes commerciales qui peuvent travailler aussi en remote, à distance, loin de leur équipe, loin de leur manager. Comment on fait finalement pour continuer à mesurer ces personnes, les coacher, les aider à évoluer sur leur call si on n'est pas à côté d'eux? On voit aujourd'hui que les grands floors de sales sont de plus en plus rares.
Et ces outils finalement d'intelligence artificielle permettent de compenser un petit peu cet écart, cette distance qu'il peut y avoir avec le manager, puisqu'on va pouvoir réécouter, réanalyser les calls par exemple. Le petit coach intelligence artificielle va pouvoir dire tiens, là-dessus, je pense que tu aurais peut-être pu poser telle ou telle question, ou là-dessus, j'ai réanalysé ton call, pourquoi tu n'as pas présenté telle ou telle chose dans la proposition commerciale. Ça rentre vraiment dans le quotidien du sales pour lui permettre, encore une fois, de se concentrer exclusivement à 100% sur le client et moins sur des tâches administratives, des tâches qui sont à moins forte valeur ajoutée au quotidien. Alors en effet, je pense que tu as raison, hein, c'est des postes, mais peut-être tous les postes de direction sont des postes où on est relativement isolé. En effet, on a peu de pairs avec qui échanger dans l'entreprise et peu de personnes à la même échelle comparé à nos équipes. Donc pour ça, il faut se forcer à aller à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, ma manière de continuer à m'aspirer, de continuer à monter en compétences, c'est notamment de faire partie de communautés. Je fais partie notamment d'une communauté qui s'appelle Women Sales, qui permet vraiment d'échanger avec des pairs qui ont les mêmes problématiques au quotidien. J'ai aussi une petite astuce, je me donne aussi de prendre un café une fois par mois avec un autre directeur commercial d'une autre société qui m'inspire. Et on échange régulièrement des best practices. Le fait d'avoir eu un premier contact, ça nous permet d'avoir un réseau aussi qui est intéressant. Et puis on a aujourd'hui une multitude d'outils qui nous permettent aussi de continuer à apprendre. Je vais écouter des podcasts, je vais lire pas mal de livres aussi business qui vont me permettre de tout le temps me dire est-ce qu'aujourd'hui ma méthode est toujours la meilleure? Est-ce qu'il n'y a pas des astuces plus percutantes qu'on peut développer? Donc voilà, c'est cette aptitude et c'est un vrai challenge, c'est de se dire dans son agenda, il faut qu'il y ait un créneau dédié à là, c'est mon créneau, il est précieux. Et c'est le créneau dans lequel je vais lire les articles que j'ai enregistrés sur LinkedIn, je vais écouter ce podcast pour continuer à se remettre en question. En effet, tous ces enjeux dont on vient de parler aujourd'hui, que ce soit des enjeux de contexte économique, réinventer ses équipes, je pense que j'ai une grosse année devant moi sur la manière de revoir mon organisation, être sûr qu'aujourd'hui on travaille sur les bons clients avec les bonnes méthodes de la manière la plus profitable possible, tout en étant toujours concentré sur la qualité du client et le bien-être de mes équipes. Donc c'est un challenge au quotidien dans ces entreprises dans lesquelles il faut perpétuellement s'améliorer, se renouveler, se réinventer. Donc je dirais beaucoup d'énergie.